Je sors à l'instant de ma séance du film Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, réalisé par Christopher McQuarrie, et bien évidemment, on retrouve le petit Tom Cruise, ici présent, qui a l'air de voler et qui laisse tomber une petite Yamaha. On va en parler bien sûr de cette scène-là dans une partie spoiler, mais vous pouvez rester maintenant dans une partie, évidemment, on va donner notre avis sans détail, entre guillemets. Enfin, on va essayer de détailler au maximum, mais sans pour autant vous donner une part de l'intrigue, donc sans spoiler. Déjà, avant toute chose, je tenais à remercier déjà une entité, qui n'est autre que Paramount, de m'avoir invité à cette avant-première du film, c'était vraiment grandiose, et sachez que c'est la première fois que je vais à une avant-première presse où il y a autant de monde. C'est vous dire à quel point ce film suscite un énorme engouement. Et la deuxième personne que je tenais à remercier, c'est Anto, que vous connaissez possiblement déjà sur la chaîne, possiblement pas nécessairement avec les discussions, hein, qui ne marchent pas beaucoup, mais sachez que c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur et qui m'a fait découvrir cette saga, que j'ai donc découvert avec lui sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller en description, puisque vous aurez tout simplement le lien afin d'aller accéder à sa chaîne, sachant qu'il va vous en faire une vidéo, 2, 3, 1000 peut-être, concernant ce film qu'il attend énormément, donc je tenais déjà à le remercier de m'avoir fait donc découvrir ce film-là. Sans lui, il n'y aurait pas eu cette critique. Alors je ne dis pas que cette critique est ce que vous attendiez le plus cette année, mais en tout cas, sachez que s'il y a cette critique aujourd'hui, c'est grâce à lui, entre guillemets, donc je le remercie de m'avoir fait découvrir cet univers qu'il chérit tant. Encore une fois, lien en description. Mais donc, on retrouve la fine équipe, Ilsa, Luther, Benji et bien évidemment Ethan Hunt, et je ne vais pas vous mentir, ce film n'est pas, selon moi, le meilleur de la saga. Pour moi, le meilleur reste Fallout, donc le dernier en date, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le film, selon moi, est beaucoup trop complexe pour, en réalité, une intrigue qui ne l'est pas du tout, dans le sens où, ce n'est pas un spoil, mais le côté un petit peu intelligence artificielle, ce genre de choses, on est déjà au courant, on a l'habitude, que ce soit dans Westworld ou dans d'autres programmes, on a l'habitude maintenant, on est rodé, et en fait, l'explication qu'ils en donnent dans le film, ce sont des dialogues qui sont vraiment longuets, mais pour aucune raison, et qui alourdissent le film qui dure déjà énormément de temps. Après, vous allez me dire, oui, mais quand on va regarder un film Mission Impossible, nous n'allons pas voir ce film aussi uniquement pour le scénario, pour les dialogues. Il y en a qui y vont pour ça. On y va surtout pour l'action. Et par contre, ou plutôt en revanche, l'action, vous êtes servi, mais à un point, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris une claque. Alors, il n'y a pas de grosses choses énormes en termes d'action que vous n'avez déjà pas vu dans le trailer. Je ne vais pas voilà, vous mettre de faux espoirs. Tout ce que vous voyez dans le trailer, ce sont des petites scènes qui sont bien évidemment allongées dans le film et qui sont vraiment des scènes à couper le souffle. Le moment justement de ce poster-là où il saute avec la moto, ce moment, vraiment, il a jeté entre guillemets pas un froid, mais une inquiétude dans la salle, et on va y revenir notamment précisément dans la partie un petit peu plus spoiler. Mais je ne vais pas vous mentir, donc cette petite équipe pour moi fonctionne bien, mais j'ai l'impression que le film, bah, vous allez dire que c'est logique, mais a trop été pensé pour un film en deux parties, et c'est normal, il y a une partie qui sort cette année, normalement la deuxième est censée sortir l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, mais à mon avis c'est possible que ce soit reporté, hein, comme tous les films sont décalés, et c'est là où justement, bah, je reste évidemment sur ma faim. Je reste évidemment sur ma faim, mais un film qui dure 2h46, donc évidemment on a un début, un milieu, une fin et un teasing vers la partie 2, mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose que j'avais bien aimé dans les précédents. Alors encore une fois, le format est différent, mais je trouve que ce n'est pas que ça ne colle pas à ce film-là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange par rapport au fait d'avoir coupé ce film en deux parties, même si encore une fois la deuxième partie on ne sait pas vraiment où ça va aller, mais déjà que là le film dure 2h46 avec une intrigue qui, on ne va pas se mentir encore une fois, est classique au possible. Voilà, donc disons que je n'ai pas d'inquiétude concernant la partie 2 parce qu'on va surtout se focaliser sur les scènes d'action, les cascades, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas en termes d'écriture, il n'y a rien d'innovant. On ne va pas se mentir. Je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo. Après, comment ne pas parler du méchant? Donc Gabriel, interprété par Esaïe Morales, si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai pas du tout aimé. Disons que dans le trailer, je trouvais qu'il avait ce côté menaçant, avec notamment eh bien, la scène où on le voit dans une sorte de club, entre guillemets,
À aucun moment, j'ai eu peur de ce personnage-là. Et c'est bien le problème quand, justement, on quitte un Mission Impossible Rogue Nation et un Mission Impossible Fallout avec un Solomon Lane qui est tout simplement grandiose. C'est là où tu te dis, bon, on passe d'un méchant emblématique de la saga à quelqu'un qui, justement, pour l'instant, peine à faire ses preuves et à voir, évidemment, dans le futur. Mais c'est vrai que, je sais pas, je trouve qu'il manque de quelque chose, ce personnage-là. Il n'a pas le charisme attendu d'un méchant d'une saga Mission Impossible. Même s'il est vrai que, en ayant vu les Missions Impossibles récemment, il y en a beaucoup des antagonistes qui n'ont pas énormément de choses à proposer. Notamment, je crois, dans le 3, si je ne dis pas de bêtises, où on a justement l'évocation de le méchant voulait faire ça, mais il voulait faire quoi? Je ne vous le dis pas, vu qu'on a réussi à l'arrêter. D'accord, ça marche. Celui-ci a un but, mais un but qui est beaucoup trop simpliste, entre guillemets, et pas assez complexe à mon goût, même si, bon, on ne demande pas forcément tout le temps des choses très, très... Enfin, dans la complexité pure, tu vois, mais je trouve vraiment que il aurait pu proposer autre chose et quelque chose de un petit peu plus charismatique. Disons qu'à chaque fois qu'il était là, je n'avais peur de rien du tout. Disons que c'est une menace qui est surtout, on va dire, psychologique par rapport à Ethan, mais qui n'est pas vraiment en lien avec une force, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir des facultés particulières pour se battre. Alors oui, il se bat bien, mais c'est pas pour ça qu'on se souvient de lui. Là où, par rapport à Solomon Lane, là, il y avait les deux qui étaient alliés. Même si celui-ci, bah, je trouve que c'est un... En fait, c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est que après être passé, après du coup un Mission Impossible 4, il aurait été très bien. Mais après un 5 et un 6 avec des antagonistes plutôt conséquents, il passe un peu au travers, selon moi. Après, ce n'est pas le seul personnage qui est nouveau dans cette licence, puisque nous avons également le personnage de Grace, interprété par Hayley Atwell. Bien évidemment, pour les fans de Marvel, vous l'aurez reconnu, c'est tout simplement l'agent Carter. Très très bon personnage. Très très bon personnage. Pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Même si, bon, Ethan Hunt est très très bon, hein. Enfin, en tout cas, il est très très bon. Tom Cruise est très bon en Ethan Hunt, mais je trouve que c'est un très bon personnage, alors, qui rajoute une sorte de légèreté, et qui rajoute aussi une nouvelle intrigue, une nouvelle dynamique, disons, à cette saga. On va voir encore une fois ce qu'il en est, notamment par rapport à la partie spoiler qui arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais juste présenter les nouveaux persos avant de l'évoquer précisément, mais en tout cas, ce personnage est pour moi le gros point fort du film. Elle a un intérêt énorme. Là où je ne l'imaginais pas forcément être notamment nommé en deuxième position, entre guillemets, lors du générique du début, c'est vraiment un personnage qui, sans lui, rien ne se passe. Donc, très intéressant, le personnage de Grace, tout comme le personnage de Paris, alors, interprété par notre Frenchie Pomme Clémentif, très très bon personnage également, qui est une sorte de femme de main. Donc, c'est quelqu'un qui va donc travailler avec Gabriel, et au niveau des scènes de combat, c'est quand même assez intense, notamment la scène de la ruelle, mais ça on en parlera encore une fois dans une partie un petit peu plus spoiler, mais Paris, très 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 bon personnage également. Je vous en dirai un petit peu plus, encore une fois, dans la partie spoiler, mais dans sa globalité, en tout cas par rapport aux nouveaux persos et aux anciens, je trouve que la connexion se fait, mais pas pour tous. On va évoquer ça maintenant, d'ailleurs. Boum, à partir de 0,8 et 25 secondes, ou non, à partir de 0,8 et 31 secondes, puisque j'adore le nombre 31, je voulais faire ça. On va partir sur une partie beaucoup plus spoiler, mais sachez donc que ce film, pour un bref récapitulatif, pour terminer sur cette partie sans spoiler, est un film qui est bon, qui n'est pas meilleur que Fallout, qui a un antagoniste un petit peu mou, qui, pour le coup, a une équipe qui fonctionne toujours bien, les mêmes dynamiques, etc., qui a de nouveaux personnages qui viennent s'agrémenter dans cette dynamique-là et qui fonctionnent encore une fois très très bien, et les scènes de combat sont géniales, oui, c'est une scène de combat, donc on dit génial. Et en plus de ça, il y a des dialogues du coup qui alourdissent un petit peu le film. Je vous donne ma note du coup en fin de vidéo, mais là nous allons partir sur une partie un petit peu plus spoiler. Attention, je vous ai prévenu, Ilsa. Cette scène est très intéressante, puisque c'est la scène de sa mort, puisque oui, Ilsa, interprétée par Rebecca Ferguson, trouve la mort dans ce film. Alors, je pense qu'Anto, lui, est au bout de sa vie en ayant vu cela, parce qu'il adorait ce personnage-là, et l'actrice en plus. Je vous avoue que la scène de sa mort ne m'a pas touché particulièrement, parce que je la trouvais un petit peu antipathique tout au long de la saga. Je trouve que il y a... c'est pas forcément le personnage qui m'intéresse le plus là actuellement. C'est vrai que en y repensant, quand elle est arrivée, c'était très intéressant, notamment dans Fallout, quand elle change un petit peu, qu'elle devient entre guillemets une antagoniste, oulala. Mais
Je trouve que là, ça fonctionne beaucoup moins bien, et de toute manière, sachez que vraiment, elle meurt, on va dire, dès le deuxième acte. Donc, c'est de savoir aussi comment est-ce qu'ils vont réussir à évoluer, et c'est là où possiblement le personnage de Grace a atteint ses limites, entre guillemets, puisqu'elle va, entre guillemets, la remplacer. Et je me dis, bon, Ethan Hunt, il est bien mignon, hein, mais c'est là où je trouve que le scénario pêche un peu, c'est que c'est un petit peu toujours la même chose. Certains vont me dire, oui, mais les Marvel aussi. Je suis d'accord et je l'entends totalement, tu vois, je suis pas là pour faire des comparaisons par rapport à ça, mais par rapport, en tout cas, à Mission Impossible, le fait est que c'est souvent le côté où je me rapprochais de quelqu'un, et cette fille, qui est souvent une fille pour le coup, meurt. C'est le cas notamment, je crois, dans le 3, ou dans le 4, non, c'est dans le 3, je crois. C'est le cas aussi dans celui-ci, où on comprend que donc le personnage de Gabriel finit par tuer quelqu'un qu'il connaissait auparavant. C'est souvent, entre guillemets, le même schéma, et là, c'est encore la même chose. Bon, là, c'est le personnage du coup de Gabriel qui finit par tuer donc le personnage d'Ilsa, mais il y a encore ce côté un peu vengeance. En revanche, ce qui est très cool, et ce que je n'avais pas soupçonné au premier abord, c'est le personnage qui est tout derrière, donc c'est Luther qui justement va avoir un dialogue avec Ethan à la suite de la mort d'Ilsa, où il va lui dire « Ne tue pas Gabriel. Vraiment, ne le tue pas, c'est pas... En fait, le truc, c'est que tu vas finir par tomber dans une spirale, etc. Bref, je vais pas vous refaire le monologue du personnage, mais je trouvais que là, disons que c'était... Alors, ce n'est que personnel, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur moment de toute la saga pour le personnage de Luther. C'est là où tu trouves qu'il y a vraiment une humanité derrière le personnage. Alors, il y en avait déjà une, hein, bien sûr, on le sait, c'est comme une mini-famille, etc. Mais là, encore plus présent, et ça fait vraiment le grand frère qui donne des conseils à Ethan et qui est vraiment là pour le soutenir dans ce genre de moment qui est très dur, et qui est justement très dur pour tout le monde, hein. Ce n'est pas que pour Ethan, parce que bah voilà, c'est un petit quatuor, ils fonctionnent très très bien ensemble, mais c'est vrai que lui, possiblement, met sa tristesse de côté afin de soutenir le personnage d'Ethan, et là, je trouvais que c'était hyper intéressant justement d'évoquer ça de cette manière-là. Donc, pour le coup, Luther, avec le dialogue qu'il a eu à la mort d'Ilsa, c'était très intéressant, et ensuite, enfin plutôt juste avant, on a la scène de la ruelle, qui est pour moi l'une des meilleures scènes d'action que j'ai vues ces dernières années, qui est assez courte, on va pas se mentir, mais en termes de réalisation, je trouve que c'est très 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 réussi. Dans le sens où, déjà quand tu... Enfin, j'ai fait des courts-métrages étudiants, alors évidemment ce n'est pas du tout comparable à une grosse production telle qu'un Mission Impossible, mais on comprend que déjà de tourner dans un 15 mètres carrés, c'est compliqué. Mais alors tourner dans une ruelle où l'épaisseur, en tout cas la largeur de la ruelle, fait quoi? Fait, allez, la taille de quelqu'un, du coup, on va dire 1,50 m de large, ça paraît très très peu. Et ils réussissent à rendre ça cohérent. Il n'y a pas... en plus, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est dans le noir, donc on arrive... Enfin, on aurait pu penser que c'est un endroit qui est étriqué, la nuit, c'est sombre, on va pas voir grand-chose, et on y comprend tout. Et je trouve que ça fonctionne très très bien, le jeu de lumière fonctionne extrêmement bien, la caméra est toujours bien placée, tout est coordonné, et on sent vraiment qu'il y a un souci du réalisme dans les combats et dans les cascades, et ils misent aussi beaucoup là-dessus. Et je trouve, selon moi, que ça fonctionne très bien, donc, dans cette scène de la ruelle, je trouve que c'est une superbe scène, si ce n'est la meilleure scène du film, même s'il y en a qui sont très très bien, notamment la scène du train, celle-ci, pareil, qui rajoute un petit côté un peu jeu vidéo, entre guillemets, dans le sens où c'est comme si on était dans des niveaux. Premier niveau, on va avoir un wagon qui, pour rappel, en fait, pour rappel, peut-être que vous ne l'avez pas vu cette scène-là, ou pas vu le film tout court, mais en fait, du coup, cette scène du train, qui est notamment d'ailleurs cette photo, c'était la scène qu'on avait par rapport à quand on était sur en attendant le film, c'était cette photo-là qui était mise avec Mission Impossible, avant-première, presse, tout ça, c'était cette image-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne vraiment comme des niveaux. C'est-à-dire qu'on va aller dans le premier wagon, ça va être une cuisine, donc il va falloir faire attention avec le gaz, avec le feu, etc. Ensuite, ça va être plus du coup le côté les tables, les tabourets, les choses comme ça. Et en fait, de palier en palier, de niveau en niveau, ils vont essayer de survivre. Et c'est très intéressant. Il y a même une manche entre guillemets bonus où au final, c'est le personnage de Paris qui était donc une antagoniste dans le film qui va finir par les sauver parce que justement dans la ruelle, donc l'affrontement entre Paris et le personnage d'Ethan, il va finir par lui laisser la vie sauve alors qu'il aurait très bien pu la tuer. Et là, c'est très intéressant parce que tu comprends vraisemblablement que Paris, déjà, a survécu. Bon, il y a le côté où c'est magique. Elle a un pouls alors qu'elle s'est vraiment pris un coup de poignard, limite pas au niveau du cœur, mais dans un endroit qui est quand même mortel. Voilà, et heureusement qu'elle n'est pas morte parce que là, pour le coup, ça aurait pu vraiment faire une Marion Cotillard avec le côté Batman où elle fait... Il y a un petit côté comme ça. Bah après, encore une fois, ce n'est pas de la faute de l'actrice, c'est aussi la direction qui joue également et le montage aussi de garder cette scène où... Là, je t'avoue, quand j'ai vu le côté où elle dit bonne chance, je me suis dit, oh non, pas encore ça, s'il te plaît, survie pour qu'on ne se souvienne pas de cette scène. Et elle a survécu, donc je suppose
que l'équipe, même si on a perdu Ilsa, va s'étoffer, notamment du coup avec Benji, avec Luther, donc avec Ethan, avec Grace qui donc maintenant fait partie de Mission Impossible, et avec Ilsa. Et par ailleurs, dans le train, d'ailleurs je vais montrer une petite photo de Grace, donc voilà, on a toujours ce côté où c'est un peu entre guillemets kitsch, d'avoir des masques, on sait que c'est pas possible, tu vois. Mais même au niveau de la réalisation, je trouve que c'est plutôt intéressant, je trouve que les transitions sont plutôt... Bon, les cuts sont bien faits, même si on sent de temps en temps qu'on n'est pas forcément sur le même plan, je trouve que c'est quand même intéressant de voir justement ce travelling circulaire qui va suivre en fait le moment où on va mettre le masque, quand du coup le personnage de Grace se transforme en un autre personnage, on va voir justement le côté où là en fait c'est une autre actrice qui va la remplacer, mais c'est bien mis en œuvre pour pas qu'on voit en fait le remplacement de l'actrice, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais il y a, encore une fois, au niveau du scénario, quelque chose qui pêche selon moi, c'est qui est méchant. En fait, il y a trop de persos qui sont méchants, qui ont leurs propres intérêts, parce qu'en gros, et je vous ai pas raconté en fait le principe du film, parce que je voulais pas vous spoil, mais le but c'est de retrouver une clé qui permet en fait d'ouvrir quelque chose dans un sous-marin appelé le Sébastopol, qui est du coup d'ailleurs la première scène du film où tu vois cette clé, tu vois l'intelligence derrière tout ça. Enfin, en gros, si tu arrives à ouvrir et à libérer entre guillemets ce qu'il y a derrière dans ce sous-marin-là, en fait, tu peux contrôler une intelligence artificielle appelée l'entité qui te permettra en fait de contrôler le monde ou de la détruire, etc. En fait, c'est pour ça que tu as d'un côté le FMI, donc la Force Mission Impossible. T'as les États aussi qui veulent récupérer ça parce qu'ils se disent, en fait, si on a cette clé, si on a l'intelligence artificielle qui peut donc tout prévoir, un peu comme ça a été le cas notamment dans Captain America, le Soldat d'hiver, avec donc le projet Insight, pour ceux qui connaîtraient un petit peu l'univers Marvel. C'était assez intéressant, mais quelque chose de beaucoup trop classique, et c'est là où ça m'a un peu dérangé. Et en plus de ça, à la toute fin, donc dans la scène du train, pour moi, il y a quelque chose de vraiment dommage. Alors, il y a évidemment des références, notamment à la scène avec Jean Reno dans le premier. Vous savez, cette scène où, en gros, ils sont dans le tunnel, ils se battent sur le train qui est en mouvement. En plus de ça, il y a un hélicoptère dans le tunnel qui est conduit par Jean Reno, qui joue un personnage, je crois, qui s'appelle Franz, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est évidemment, il y a plein de références à tout ce qui a été fait du côté de Mission Impossible, et je pense que cette scène du train est notamment une ref, puisque je crois que dans celui-ci, on comprend que le méchant est en fait celui qui a employé, enfin qui travaille pour notamment Mission Impossible. Et là, c'est un peu la même chose. On a toujours ce genre de petites scènes qui sont plutôt c'est plutôt sympa parce que tu dis oui, ça fait référence à la saga, mais en même temps, c'est pas très logique. Et tu te dis, en fait, ce mec qui l'a employé et qui lui a dit, bon, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire ci, ça, ci, ça. Et là, à la fin, tu comprends qu'il est méchant parce qu'il agit pour tu sais même pas pour qui il agit. Et c'est pour ça que ça me pose problème, c'est qu'en fait, t'as trop d'entités autour de cette clé. Tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça donne également, mais il y a trop de dialogue, il y a trop de choses autour qui font qu'en fait, tu perds le principe même du film, c'est-à-dire de sauver cette clé. Et je trouve que là, pour le coup, c'est ça qui alourdit un petit peu le film. Mais encore une fois, pareil, donc cette scène de train, elle est géniale. La scène de la moto où il saute, pareil, c'est génial. Toutes les cascades sont incroyables. Et bon, je sais que vous le savez déjà, mais je vais vous le préciser quand même. Mais la scène où on a donc le train qui tombe, ils ont vraiment fait tomber un train. C'est un vrai train. Et évidemment, il y a des retouches pour que ça puisse paraître assez joli à l'écran, tout ça. Mais sachez que c'est un vrai train qui est tombé. Donc ils avaient une seule chance de le faire. Et je crois qu'Anto m'avait dit qu'en gros ils étaient allés dans un village et en gros ils avaient autorisé le fait qu'ils puissent faire tomber un train dans ce village-là, ce qui permettait par la suite évidemment de faire de la pub, parce que quand tu vas après dans cette ville qui n'est pas forcément extrêmement connue, on va te dire oui mais vous savez en fait c'est la ville où ils ont fait tomber un train dans Mission Impossible. Et du coup bien sûr ça fait marcher le tourisme. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a une aura en fait autour de Mission Impossible. Bien sûr ça va au-delà d'un simple film, c'est que en fait ça peut faire aussi fonctionner le tourisme, parce que justement ce fait divers, entre guillemets, même si ce n'est pas un fait divers, mais ce fait-là peut justement ramener des gens en disant mais venez, on va dans ce village-là, parce que c'est ce pont-là, en fait, qu'ils ont fait péter, et qu'ils ont... Mais je crois qu'ils ont vraiment fait péter le pont, en plus. C'est un vrai pont. Et justement, ils ont vraiment demandé à plein de villes et tout, et en fait, ils ont autorisé à ce qu'on pète ce pont-là, pour après faire en sorte que le train s'écrase. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il il repousse toujours les limites. Et en fait, tu te dis, mais à quel moment ça va s'arrêter? Parce que, en vérité, moi j'aime bien ce genre de film, mais tu te dis, mais quelles sont les limites? Est-ce qu'à un moment donné, on va toucher une sorte de plafond de verre? Et je pense que le prochain peut être une fin, mais c'est vrai que récemment, on a compris qu'ils imaginaient possiblement encore des suites à tout ça. Donc il faut, encore une fois, voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ça? C'est vrai que j'ai une conversation avec
d'autres personnes du coup qui travaillent dans des médias, etc., des critiques et tout, notamment Marc Aurel qui bosse chez Ciné Série que je salue. Et c'est vrai que lui m'avait dit que bah, ça serait assez intéressant que bah, cette fois-ci ils évoquent peut-être un petit peu plus le côté maritime, sachant que là en plus on a le sous-marin. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je dis n'importe quoi, un combat sur un porte-avions, etc. Ça serait hyper intéressant pour le coup. Après, est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce côté aquatique, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils se diront un jour dans l'espace, sachant qu'on sait que Tom Cruise va faire un film dans l'espace? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et aussi, mention spéciale, je vais revenir aussi, parce que du coup, en fait, je me disais, où vont-ils s'arrêter? Espace, etc. Ça m'a fait penser à Fast and Furious. Sachez que nous avons évidemment une scène dans Rome qui est quasiment similaire à la scène de Fast and Furious qui se passe aussi à Rome, où vous savez, il y a une bombe circulaire qui va un peu partout dans la ville et tout, qui pète le même muret que la grosse voiture du coup du personnage de Paris, donc interprété par Pomme Clémentif. Et c'est fou parce que ça n'enlève rien à la qualité du film Fast and Furious que j'ai beaucoup apprécié par ailleurs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs depuis plusieurs années. Même s'il n'est pas incroyable, c'est vraiment très très bon. Là, je trouvais que c'était hyper bien. Cette scène dans les rues de Rome fonctionnait très bien parce que tu avais ce côté un petit peu, comment peut-on dire ça, un petit peu maladroit avec le fait bah, de conduire dans des rues un peu étroites, donc tu rentres dans plusieurs... Tu sais, il y avait ce côté un peu réaliste, là où dans Fast and Furious, c'est surtout, bah, tu sais, il passe les vitesses super facilement, vraiment, il frôle tous les personnages, toutes les voitures, etc., pour se mettre dans un tout petit espace qui est parfaitement calibré pour la voiture. Là, t'as ce côté un petit peu plus réaliste, un petit peu plus maladroit qui est extrêmement intéressant, notamment bah, cette scène où ils sont menottés tous les deux et qu'ils doivent conduire, et notamment bah, avec les bras inversés. Ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, le fait qu'ils soient dans une Fiat 500, bon, ça fait un peu cliché dans une Fiat 500 dans les rues de Rome, etc. En plus, il fait super beau, etc. Mais je trouve que ça fonctionne superbement bien. Et pareil, la course-poursuite, elle est géniale. Il y a ce côté aussi humoristique qui est très intéressant, notamment au moment où elle tourne autour de la voiture du personnage de Paris qui essaye de redémarrer, comme si c'était, entre guillemets, tu vois, comment peut-on dire ça, pour se moquer, tu vois, pour tenter un peu l'adversaire en disant, tu vois, je tourne autour de toi et tu continues pas ta course, tu vois. Alors qu'en fait, c'était vraiment pas du tout voulu. Il y a ce petit côté un peu humoristique qui fonctionne très bien, et notamment par rapport, du coup, au personnage de Benji, qui rapporte encore une fois ce côté voilà, un peu plus léger. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé ce film-là. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas le meilleur, mais il est très bon dans sa construction, pas forcément par rapport à ses dialogues et bah, ces scènes qui s'allongent un petit peu, mais en termes d'action, je suis désolé. Mais voilà, j'ai beau ne pas forcément aimer l'acteur qui est Tom Cruise, alors en termes de jeu, oui, mais en termes de personne, bah, je suis pas forcément son plus grand fan. Là, je ne peux rien dire sur ce qu'il propose parce que c'est complètement, pour le coup, des choses qu'on n'aurait jamais pu voir et c'est complètement, entre guillemets, mission impossible de voir un acteur faire ça et avoir autant de liberté parce que, excusez-moi du peu, mais il saute d'une falaise avec une moto. Et d'ailleurs, cette scène-là où il saute de la falaise, alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve voilà, cette scène-là où il saute et il n'y a plus aucun son. Comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà, il n'y a pas beaucoup de musique, notamment au début du film, et c'est un peu... en fait, c'est un peu pesant, et là où justement je vous disais qu'on était un petit peu étriqué par rapport à la musique, parce que justement on était sous l'eau, dans le sous-marin, etc., bah, je trouvais que ça alourdissait encore plus le truc. Et c'est vrai que, bah, avec Comics Guardian et Mathéo, on s'est rendu compte que dans le film, en vrai, au générique, enfin au niveau des crédits, il n'y a que 6 chansons, il n'y a que 6 musiques. Et tu te dis, mais frérot, c'est dans un film qui dure 2h46, c'est très peu. Alors je veux bien qu'on remanie, qu'on remixe entre guillemets le thème principal de Mission Impossible, mais là, je sais pas, je trouve que ça manque un petit peu de musique, mais là, je peux rien dire sur cette scène-là quand tu n'entends rien du tout. Même la salle, on avait vraiment l'impression qu'on retenait notre souffle avec lui. Et même, le truc c'est que, et attendez, parce que ce qui est fou, c'est que on dit, ouais, Tom Cruise, il est trop fort et tout, mais les gars, il y a un caméraman qui a sauté avec lui et qui l'a filmé. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est comme, tu sais, il y a souvent les mèmes de quand Flash il court. En fait, il faut aussi dire, putain, il y a aussi le caméraman qui court à côté de lui, même si bon, pour le coup, c'est pas réaliste parce qu'il court sur un tapis de course entre guillemets, tu vois. Mais là, il a vraiment sauté. Donc ça veut dire que au niveau du saut, il y a vraiment un mec qui a sauté avec lui pour le cadrer. Et tu te dis, bah, c'est trop cool ce que fait Tom Cruise parce qu'en plus de ça, il a des dialogues notamment avec le personnage de Benji à ce moment-là. Mais il faut aussi saluer le caméraman parce qu'il était vraiment comme ça, en train de voler et tout. Il a réussi vraiment à bien cadrer le truc. Et bref, je trouve que ce film en termes d'action, c'est du 20 sur 20. Après, en termes de scénario, je suis désolé, pour moi, ça vaut un 12-13, tu vois. Donc si on fait la moyenne des deux, 12 plus 20, ça fait 32, divisé par 2, ça fait 16, 16 sur 20 pour ce film-là. Je pense que c'est une très bonne note qui peut justement refléter un petit peu l'avis que j'ai, l'avis global. Et sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de rester jusqu'à la fin du générique, il n'y a pas de scène. En tout cas, nous, on n'en a pas eu, donc ne restez pas à la fin du générique, ça ne sert à rien.
Ou, enfin, sauf si vous voulez regarder tous les noms des gens dans le générique, mais si vous voulez partir avant parce que vous vous dites, mais attends, le babysitter, là, il a le bébé, ça veut dire que si on reste pour le générique, on va devoir le payer 10 € de plus. Non, allons-y, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo, parce que sachez que je la tourne le 27 juin 2023. Il est 19h58 actuellement. Voilà, je vous précise tout. Je crois que le film sort le 12 juillet, donc foncez en salle premier degré. C'est un film qui va vous donner un divertissement de malade, des cascades, des scènes d'action folles, un casting grandiose, on va pas se cacher. Ellie Atwell, merci mon dieu, Grace, trop bon personnage, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bref, je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux également aimer, partager, commenter ou t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.